J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Vous savez, je suis pas du genre à m'étaler sur mon propre cas. C'est même une sorte de principe chez moi. Me mettre en avant, très peu pour moi. Je m'efforce toujours, avec une rigueur presque obsessionnelle, d'éviter de me placer au centre du récit. Car pour moi, une seule chose compte, ce qui touche tout le monde. L'intérêt collectif, le bien commun, l'urgence de ce qui dépasse les petites histoires personnelles. Le reste, accessoire. Dans ce métier, le nôtre, il y a une règle non écrite, celle de s'effacer derrière la cause collective. Tout miser sur l'intérêt public, quitte à y laisser des morceaux de soi, intimes, précieux, parfois douloureux. On sacrifie, oui, et pas à moitié. Mais parfois, malgré nous, l'intime déborde, franchit les lignes et vient heurter de plein fouet le champ politique. Car il arrive que le privé devienne public, que le personnel se transforme en affaire d'État. C'est exactement ce qui m'est tombé dessus. Le 15 août 2023, une date gravée. Ce jour-là, j'ai été agressé. Pas un banal incident, une attaque ciblée, violente. Et 2 ans plus tard, en juillet 2025, c'est devant le tribunal de Nanterre, en région parisienne, que l'affaire a été jugée. Face à moi, 2 hommes. Le principal auteur, franco-algérien, né à Montélimar, installé à Marseille. Et son acolyte, lui aussi franco-algérien, mais ex-gendarme, un ancien serviteur de l'État devenu détective privé. Comme un scénario de polar, sauf que c'était ma vie. Le verdict est tombé. Le complice a écopé de 18 mois avec sursis. Quant au principal agresseur, 5 ans. 5 années fermes. On vous en avait parlé le 31 juillet 2025, le lendemain du procès. On avait même titré l'émission « La justice française condamne l'agresseur de Abdom à 5 ans de prison ferme ». Et ce qui est incroyable, ou accablant, c'est que la justice a reconnu dans cette agression une atteinte à la liberté d'expression. Oui, c'est bien ce principe fondamental qu'on a essayé de museler en me frappant. Des murmures ont commencé à circuler, des bruits de couloir pas si anodins. Cette agression aurait-elle été orchestrée depuis Alger? Ce soupçon planait, lourd comme une ombre. Bien sûr, les 2 hommes impliqués, l'agresseur et son complice, se sont bien gardés de tout aveu. Face au juge de Nanterre, ils ont répété en boucle un récit aussi bancal qu'incohérent, presque risible. Sauf que personne n'a ri, surtout pas les magistrats. Et malgré leur silence, la justice française a tranché avec fermeté. 5 ans de prison ferme pour une agression, c'est tout sauf banal. Une peine exemplaire, presque historique. Je vais être franc, ce que j'ai vécu ce jour-là, je ne peux pas le qualifier autrement que comme une tentative d'assassinat. L'homme m'a braqué une arme. Il n'a pas tiré, non, mais il m'a aspergé 2 fois avec une bombe lacrymogène, m'a menacé, puis a tenté, non, en fait, il a réussi à me voler mon téléphone, mon iPhone, et puis il s'est volatilisé. Sur le moment, j'ai immédiatement pensé à une tentative de meurtre. Pas parce que je voulais dramatiser, non, mais parce que quand quelqu'un surgit avec une arme, foudrage, dans une rue paisible, on ne pense pas à une simple bousculade. Heureusement, il n'a pas tiré. Heureusement, je ne suis pas ressorti avec des blessures graves. J'ai eu, disons-le, une chance folle. Mais cette scène, je ne l'oublierai jamais. Alors non, officiellement, on n'a pas retenu l'intention de tuer. Pas de tentative d'assassinat dans le dossier. Pourquoi? Tout simplement parce que selon les règles du droit français, il faut du sang, des coups, des blessures visibles pour qualifier les faits ainsi. Et dans mon cas, ironie du sort, le fait que je m'en sois bien sorti a empêché la justice d'aller plus loin dans la qualification. À la place, on a parlé d'agression armée, rien de plus. Si l'individu avait appuyé sur la gâchette, s'il m'avait même simplement visé ou s'il avait utilisé des projectiles, vrais ou en caoutchouc, alors là, oui, le parquet aurait pu envisager la tentative d'homicide. Mais ce jour-là, ce sont les cris, les alertes des riverains, les coups frappés aux fenêtres qui ont tout changé. Grâce à eux, la police a été appelée très rapidement. Et la BAC, la brigade anticriminalité, a débarqué sans perdre 1 minute. Malheureusement, l'agresseur avait déjà pris le large, mon téléphone en main. Un vol pur et simple.
Moi, à chaud, sous le choc, j'ai parlé de tentative d'assassinat. Et je continue à le penser, humainement parlant. Mais juridiquement, la justice française est restée droite dans ses bottes, stricte, méthodique. Elle a retenu une attaque à main armée contre un journaliste, réfugié politique sur le sol français. Et c'est bien ce caractère politique qui, dès le départ, a été noté par le tribunal de Nanterre. Et justement, il y a 2 jours à peine, le 14 janvier, cette affaire en rebondit. La Cour d'appel de Versailles a enfin rendu son verdict final. Je vous le montre. Ce n'est plus une interprétation, c'est désormais une reconnaissance officielle. Souvenez-vous, c'était fin juillet 2025 que le procès en première instance avait eu lieu. Et voilà que 48 heures à peine se sont écoulées depuis le jugement tant attendu en appel. Le 14 janvier 2026, les juges de la Cour d'appel de Versailles ont tranché. Et tenez-vous bien, ils ont validé, sans la moindre modification, la sentence de 5 ans de prison ferme infligée à mon principal agresseur. Oui, la peine est restée exactement la même, confirmée, entérinée, sans appel possible désormais. Quant à l'autre, le complice, lui, il s'en sort encore avec les 18 mois de prison avec sursis qu'on lui avait attribués dès le début. Mais ce qui, à mes yeux, dépense tout le reste, c'est ce qu'on peut lire noir sur blanc à la page 13 du jugement. Et je vous le montrerai. Je vous le lirai mot pour que tout soit clair. À cet endroit précis du document, la justice française ne tombe pas autour du pot. Elle affirme sans détour que l'agression dont j'ai été victime avait un mobile politique. C'est écrit, officiellement, noir sur blanc. Voici exactement ce que dit le texte. Tendez l'oreille. Dans cette affaire, les faits reprochés sont d'une gravité particulière par leur nature même. Une attaque violente, durant laquelle la victime a non seulement été aspergée de gaz, mais aussi menacée avec une arme de poing. Son téléphone portable lui a été volé, entraînant un traumatisme psychologique suffisamment sérieux pour justifier 2 mois d'incapacité. Cette agression est, de surcroît, le fruit d'un plan longuement réfléchi, pensé sur plusieurs mois, avec une volonté claire d'agir contre une cible identifiée et délibérément recherchée. Ce que la Cour d'appel de Versailles affirme, noir sur blanc, c'est que cette agression n'était pas un acte impulsif ou le fruit du hasard. Non, ces hommes m'ont pisté, traqué, localisé. Ils ont mené une véritable traque, méthodique, patiente, jusqu'à mettre la main sur moi. Leur plan? Me neutraliser, physiquement. Mais surtout, s'emparer de mon téléphone, ce fameux smartphone qu'ils soupçonnaient de contenir des informations sensibles. Noms, contacts, données sur mes sources. Bref, tout ce qu'un journaliste protège comme un coffre-fort. Et je continue, car ce n'est pas tout. La Cour d'appel, sur ce point précis, ne fait que confirmer ce que le tribunal de Nanterre avait déjà souligné. Le récit raconté par l'accusé est une pure invention, une fiction totale, complètement démontée par les faits. Les témoignages concordent tous. Les miens, ceux des témoins sur place, et même ceux du complice, un certain Karim K. D'ailleurs, les allers-retours de ce dernier en région parisienne correspondent étrangement à ceux du principal agresseur. Trop de coïncidences pour qu'on parle de hasard. Et ce n'est pas fini. La Cour note aussi un autre détail important. Les images de vidéosurveillance de Nanterre et Puteaux sont formelles. On y voit la voiture de l'agresseur quitter les lieux sans la moindre trace de choc sur le pare-brise. Aucun téléphone visible non plus à cet endroit. Ce qui contredit directement sa version grotesque selon laquelle j'aurais jeté mon téléphone sur sa voiture. Dernier point que je veux souligner. Un témoin a affirmé que j'étais clairement bouleversé par la disparition de mon téléphone. Ce n'était donc pas un détail. Pourtant, malgré toutes ces preuves accablantes, mon agresseur a continué devant la cour à défendre son mensonge. Et dans le même temps, il se désistait de son propre appel sur sa culpabilité. Un comportement à la fois incohérent et révélateur. Je ne mentionnerai pas son nom. Pas ici, pas maintenant. Peut-être qu'un jour, dans un autre épisode, on lèvera le voile. Surtout si notre enquête en cours confirme les liens douteux entre ce monsieur et certains cercles du pouvoir algérien. En attendant, inutile de lui offrir la lumière qu'il ne mérite pas. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que son attitude, depuis le début, transpire la mauvaise foi. Et ce n'est pas que moi qui le dis.
La Cour d'appel de Versailles, tout comme les premiers juges, a souligné son silence révélateur. Incapable de justifier son acharnement contre moi, Abdar, humble serviteur de l'info libre, les magistrats n'ont vu qu'une seule explication plausible: mes activités journalistiques. Autrement dit, un mobile politique. Clair, net. Je vais le redire pour que ce soit gravé dans les esprits. Le seul mobile retenu, c'est le journalisme. Mon travail, mes émissions, mes enquêtes. Voilà ce qui a motivé cette agression. Et ce n'est pas moi qui le dis cette fois, c'est la justice française. Dans son verdict du 14 janvier 2026, elle reconnaît officiellement que ce que j'ai subi le 15 août 2023, ce n'était pas un simple fait divers. Non, c'était une attaque ciblée, motivée par mes prises de parole, mes analyses, mes révélations. 3 émissions par jour, tous les jours, pour vous donner une lecture indépendante de ce qui se passe en Algérie. Et visiblement, ça dérange. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h, il n'y a aucune autre motivation crédible. Et que dire de la version fournie par l'agresseur? Un conte absurde, une histoire montée de toutes pièces pour tenter de masquer l'évidence. Il a raconté, sans ciller, qu'on se serait embrouillé parce qu'il a failli me renverser. Qu'en voyant ma carrure, il a eu peur. Alors, il aurait sorti sa bombe lacrymo, m'aurait gazé, puis se serait enfui. Et par miracle, en arrivant à son hôtel, hop, il aurait trouvé mon iPhone. Mieux encore, il explique que j'aurais voulu me défendre en lui lançant le téléphone dessus. Non mais sérieusement, qui, dans ce monde, se bat en balançant un iPhone sur un inconnu barbu? C'est du grand n'importe quoi. Mais vous savez quoi? Ce genre de fiction grotesque, c'est une technique bien connue. Et oui, je l'affirme, ce genre de scénario absurde, c'est typique de certaines méthodes utilisées par le régime algérien. Et même si je n'ai, à ce jour, aucune preuve matérielle directe, je l'assume pleinement. Tout dans cette affaire pue la commande politique. Soyons clairs dès maintenant. Non, je n'ai pas entre les mains une preuve matérielle irréfutable qui désigne noir sur blanc le régime algérien ou l'un de ses relais comme commanditaire de cette agression. Je vous le dis sans détour, en toute transparence. Aucun document, aucune vidéo, aucun aveu ne permet pour l'instant de sceller cette implication d'un point de vue juridique. Mais ce qui existe, en revanche, c'est un faisceau, un alignement de faits. Des coïncidences beaucoup trop nombreuses pour être innocentes. Des signes, des éléments, des connexions qui, mis bout à bout, forment une image bien plus parlante qu'un simple document tamponné. Et puis surtout, ils n'ont pas envoyé n'importe qui. Non, ils ont misé sur un homme déjà poursuivi, déjà inculpé, un mercenaire qui ne se contente pas de commettre une agression, mais qui se paie en plus le luxe d'insulter la justice et l'intelligence de sa victime. Même devant la cour d'appel de Versailles, il s'est accroché à sa petite fable ridicule. Une version tellement grotesque qu'un enfant de 6 ans hausserait les épaules. Sérieusement, comment peut-on encore raconter au juge « Non, non, c'est pas moi, c'est lui qui m'a agressé avec son iPhone ». Oui, vous avez bien entendu. Selon lui, j'aurais attaqué un inconnu avec un téléphone. Sans blague. Le tout alors que des témoins m'ont vu me faire gazer, voler, frapper, que les caméras ont tout enregistré et que son véhicule, surprise, ne portait aucune trace de ce soi-disant téléphone explosé sur le pare-brise. On nage en plein délire. Et vous savez ce que ça révèle? Le niveau abyssal de la bassesse de ceux qu'on utilise comme bras armés d'un pouvoir aux abois. Parce que oui, j'emploie ce mot volontairement. Utiliser. Pourquoi? Parce que l'enquête de la PJ des Hauts-de-Seine, que je vous invite à lire attentivement, fait état d'un certain nombre d'éléments, des faits, pas des fantasmes, qui relient ce monsieur à Alger. Et ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les juges eux-mêmes qui le notent dans leur rapport. Petit retour en arrière. Au moment même où l'agression a eu lieu, ce monsieur était, tenez-vous bien, en séjour à Alger. Et vous savez quoi? Après l'agression, il est retourné à Alger. Étrange, non? Et ce n'est pas tout. Avant même qu'il mette la main sur ma localisation, lui et son complice avaient déjà fait un crochet par la capitale algérienne. Coïncidence? Laissez-moi rire.
Le complice, un ex-gendarme franco-algérien, a fini par lâcher le morceau. 3 000 € lui auraient été versés pour me pister. Et devinez où il a reçu l'argent? À Alger, bien sûr. Mieux encore, tous deux s'y sont rendus comme en pèlerinage pour rencontrer on ne sait qui. Mystère complet. Ou pas si mystérieux que ça. Et devinez quoi? C'est justement depuis Alger que le plan aurait été peaufiné. C'est là-bas que mon agresseur aurait contacté son complice pour lui dire « Abdar me doit de l'argent. Aide-moi à lui mettre la main dessus. » Mais devant le juge, changement total de scénario. « Non, c'était juste une embrouille parce que j'étais mal garé. J'ai failli le renverser, il a eu peur, il m'a lancé un téléphone dans la barbe. » Oui, vous avez bien entendu. Le coup du parking mal foutu transformé en agression politique maquillée en dispute de trottoir, avec, cerise sur le gâteau, un iPhone lancé à la figure. On croirait à une parodie. Mais non, c'est bien la version officielle du prévenu. Sauf que voilà, personne n'est dupe. Toute cette construction bancale, entre excuses minables, justifications grotesques et dialogues de série B, n'a pas tenu une seconde. Car la vérité, la vraie, la Cour d'appel de Versailles l'a énoncé clairement. C'était une agression politique. Point. Une attaque ciblée contre un journaliste algérien exilé en France pour le faire taire, pour le faire plier. Rien d'autre. Et si le vrai but n'était pas simplement de me voler mon téléphone? Et si, sans les témoins présents ce jour-là, les choses avaient tourné au drame? Qui sait? Peut-être qu'il l'aurait tiré. Peut-être qu'il n'aurait pas hésité une seule seconde de plus pour aller au bout de son geste. Peut-être même que l'agression aurait pris une tournure bien plus violente, bien plus irréversible, si des regards ne s'étaient pas posés sur la scène juste à temps. Ou alors, et c'est l'hypothèse que je défends depuis le début, ce smartphone, c'était la cible principale. Il voulait accéder à mes contacts, décortiquer mes messages, fouiller chaque recoin de ma vie numérique. Pourquoi faire? Pour savoir qui me parle, qui me confie des infos, quelles sont mes sources. Le vol n'était peut-être qu'un prétexte. La fouille, elle, était le véritable objectif. Et je n'ai jamais dévié de cette thèse. Lors du procès en appel, en novembre 2025, je me suis tourné vers lui, mon agresseur. Franco-algérien comme moi. Et là, face à la cour, je l'ai interpellé. Je lui ai parlé droit dans les yeux. Je l'ai supplié. Qu'il parle, qu'il dise la vérité. Pas pour moi, mais pour lui, pour sa conscience. Mais voilà, il est en prison depuis décembre 2023. Un père de famille avec des enfants. Il a repris 5 ans ferme encore. Et sa peine ne peut même pas être aménagée. Il lui reste au minimum 3 ans derrière les barreaux. Et malgré ça, il se tait. Il s'accroche à sa version grotesque. Il préfère pourrir lentement en cellule plutôt que de lâcher le nom, le ou les noms de ceux qui ont tiré les ficelles. Voilà où nous en sommes. Il ne faut pas se mentir. Ce qu'on a vécu là, c'était pas une simple altercation de rue. C'était une opération montée de toutes pièces. Trouver un ex-gendarme reconverti en détective privé, lui financer les allers-retours en avion et en train, lui réserver un hôtel, lui confier une mission de filature, établir un plan d'action précis, multiplier les trajets Paris-Alger, Alger-Marseille, organiser la logistique, louer une voiture, se procurer une bombe lacrymogène, un pistolet. Non, vraiment, ce n'était pas de l'impro. C'était un scénario prémédité, coordonné, pensé dans les moindres détails. Un projet clair, assumé. Faire taire un journaliste qui dérange et réduire au silence une voix libre qui bouscule un régime qui ne tolère pas la contradiction. Et pendant ce temps, lui, le principal exécutant de cette mascarade, pourrit en cellule. 3 ans déjà depuis que tout a commencé. 2 ans qu'il est en détention ferme. 2 ans sans voir ses enfants, sans embrasser sa femme, sans poser le pied dans son propre restaurant à Marseille. Car oui, à la base, c'est un restaurateur, un commerçant. Et pourtant, il reste enfermé. Pourquoi?
Parce qu'il préfère s'accrocher à son histoire bancale, continuer à défendre une version absurde, irrationnelle qui ne tient pas debout, simplement pour protéger ceux qui l'ont envoyé. Ils payent et eux restent dans l'ombre. Et ça, je l'ai dit en face au tribunal. Oui, je lui ai parlé à lui, directement. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas humilié. J'ai juste dit calmement, « Écoutez-moi bien. Je ne vais pas vous nommer ici, par respect pour votre femme, pour vos enfants, qui, eux, subissent tout ça sans l'avoir choisi. Moi, cette histoire, je ne l'ai jamais souhaitée. Sincèrement. » Ce jour-là, face au juge, j'ai pris la parole. Et j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Non, je ne voulais pas le voir assis là dans le box des accusés. Ce que j'aurais préféré, c'est qu'il soit chez lui, avec ses enfants, avec sa femme, qu'il vive sa vie, tout simplement. Mais il était là parce qu'un jour, quelque part à Alger, quelqu'un lui a glissé un ordre. Va frapper Abdar, prends son téléphone, trouve ses sources. Et depuis, je le répète sans relâche, qu'il dise enfin qui lui a donné cet ordre, qu'il lâche ce nom. Pas pour que la vengeance tombe, non, ce n'est pas ce qu'on veut. On n'est pas comme ceux du régime de Tebboune, obsédés par la répression, enfermés dans leur logique de punir pour briser. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. C'est tout. Je lui ai lancé cet appel, droit dans les yeux. Dis la vérité. Pour toi, pour ton âme. Pense à tes enfants, à ceux qui t'attendent. Pose-toi la question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester en prison, loin d'eux, pour couvrir les arrières d'un responsable politique planqué dans un palais qui t'a peut-être glissé quelques billets? Parce que soyons honnêtes, cette opération, quelqu'un l'a payée. Tu as reçu de l'argent. Et probablement plus encore, à condition de garder le silence. Mais dis-moi, à quoi bon? Qu'est-ce que tu gagnes dans cette affaire? Depuis que tu es tombé, as-tu vu quelqu'un venir te tendre la main? Est-ce qu'un seul de tes commanditaires s'est déplacé pour voir tes enfants? Est-ce qu'ils ont mis la main à la poche pour payer tes avocats? Est-ce qu'ils t'ont soutenu, même d'un mot, même d'un regard? Rien. Le néant. Le silence total. Tu t'es sacrifié pour des gens qui t'ont oublié dès que tu as été pris. Aujourd'hui, il croupit en cellule. Et lors du procès en appel face au juge de la cour de Versailles, il n'a pas pu retenir ses larmes. Il a pleuré, parce que ses enfants lui manquent. Je l'ai regardé et je lui ai répondu calmement. Et moi? Cela fait 7 ans que je n'ai pas vu les miens. Mes enfants sont otages, séquestrés par un régime implacable, froid, cruel, qui ne connaît ni pitié ni scrupule. Et ce pouvoir ne s'est pas contenté de briser ma vie familiale. Non, il est allé plus loin. Il t'a instrumentalisé, toi. Il t'a envoyé pour me faire taire, pour m'atteindre physiquement, pour tenter d'éteindre ce que je représente, ce que je dis, ce que je défends. Et à vous qui regardez cette vidéo, écoutez bien. Ce régime-là ne mérite aucun sacrifice. Voilà la leçon à retenir. Ce pouvoir, celui de Tebboune et des siens, ne mérite ni votre engagement, ni vos compromis, ni votre silence complice. Il ne mérite pas que vous salissiez vos mains, que vous trahissiez vos principes, que vous perdiez votre dignité pour lui. Parce que ce régime sera le premier à vous lâcher dès que vous deviendrez encombrant. Il ne vous donnera jamais rien en retour, ni respect, ni reconnaissance, ni même une once d'humanité. Quant à lui, il ne parlera pas. On le sait. On l'a dit à son avocat, et je profite de cette émission pour répéter une fois de plus ce message. Car je suis convaincu que sa femme, ses enfants, ses proches regardent. Alors je leur dis, allez lui parler. Dites-lui que c'est le moment de tourner la page, qu'il faut apaiser son cœur, qu'il mérite de retrouver la paix, le sommeil, la liberté, qu'il sorte enfin de cette prison mentale, qui, bien souvent, est plus dure que la prison réelle. Qu'il ait le courage, au moins une fois, de dire aux autorités françaises qu'il l'a missionné, qui lui a versé l'argent, qui lui a soufflé l'ordre de venir jusqu'à Paris, traverser un pays entier pour frapper un journaliste, un exilé politique, un homme qui n'a pour seule arme qu'un smartphone. Un smartphone, c'est tout ce que j'ai.
Pas de milice, pas de protection. Seulement un téléphone, un micro et une connexion pour m'adresser chaque mois à des millions d'Algériens et d'Algériennes. Pour leur expliquer calmement, avec des faits, avec des mots simples, parfois avec des documents, souvent avec des chiffres, ce qui se joue dans l'ombre. Pour leur raconter ce qu'on veut leur cacher. Pour décrypter, ensemble, la vérité derrière les rideaux de l'actualité. C'est ça notre métier. Pas une menace, un souffle, une respiration. Nous ne représentons aucun danger pour l'Algérie, bien au contraire. Nous sommes ce vent libre que tant d'Algériens réclament en silence. Une bouffée d'air dans un pays où l'expression libre se fait de plus en plus rare, où chaque voix indépendante est étouffée, censurée, traquée. Et pourtant, voilà le paradoxe. Quelques journalistes autonomes, 2 ou 3 vidéastes libres, quelques cyberactivistes, suffisent à faire trembler tout un régime. Un régime pourtant équipé de tout. Armée, police, renseignement, administration, juge, procureur, propagande. Un régime si bien structuré, et pourtant effrayé par un téléphone et une vérité. Vous trouvez ça normal, vous? Moi non. Ça n'a aucun sens. Aucun. Le pouvoir de Tebboune n'ignore rien. Il sait parfaitement que nos antennes captent des informations tout en haut de l'échelle. Il sait aussi que si tant d'Algériennes et d'Algériens nous font parvenir leurs confidences, leurs documents, leurs alertes, c'est parce qu'ils nous font confiance, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils n'ont plus foi en ce régime qui étouffe, censure et écrase. Alors ils misent sur nous, dernier relais possible, pour faire entendre leurs cris, leur rage, leur détresse. Mais une fois encore, je vous alerte. Ne vous laissez pas manipuler. Soyez vigilants face à la propagande, aux campagnes de haine lancées sur les réseaux contre ceux qui osent critiquer, contre les voix libres, contre les opposants. Ces appels à la violence, ces incitations à l'attaque, à la vengeance, ils se multiplient. Et vous, qu'allez-vous en faire? Posez-vous cette question avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le jour où, emporté par la haine, vous franchirez la ligne rouge, que vous lèverez la main, que vous blesserez, que vous commettrez l'irréparable, ce jour-là, croyez-moi, vous serez seul. Livré à vous-même. Face à un juge, à un banc d'accusés ou dans une cellule froide, le régime, lui, aura disparu. Et vous n'aurez plus que vos remords pour vous tenir compagnie. Qu'on le veuille ou non, l'histoire finit toujours par remettre les pendules à l'heure. La vérité trouve son chemin. Et la justice, tôt ou tard, frappe à la porte. Aujourd'hui, je ne peux pas encore pointer du doigt un nom précis. J'ai des intuitions, des pistes, des soupçons solides. Mais pas encore cette preuve définitive, irréfutable, qui permettrait de désigner officiellement le cerveau de cette opération. Pourtant, une chose est sûre, personne n'échappe éternellement à la réalité. Un jour, elle rattrapera ceux qui se cachent. Et ce jour-là, mon agresseur, qu'il soit encore derrière les barreaux ou déjà dehors, devra affronter bien plus que verdict judiciaire. Parce qu'il existe une autre cellule, invisible, silencieuse, mais redoutable. Celle de la conscience. Celle qui ne s'ouvre jamais vraiment. Tu as choisi de servir un système corrompu. Tu as porté atteinte à quelqu'un déjà marqué par l'injustice, l'humiliation, la dictature. Et crois-moi, à un moment donné, cette prison intérieure, plus dure que n'importe quelle geôle, écrasera les mensonges, fera exploser les faux semblants et mettra fin au théâtre de la manipulation.